et merci d'être là une fois encore pour suivre cette série de séminaires que l'initiative géologique pour l'exploration du Congo a commencé depuis un bon moment. Et aujourd'hui, nous avons choisi un thème qui porte beaucoup plus sur l'exploration, qui parle de l'exploration dans sa grandeur même. Alors, aujourd'hui, il s'agit d'une histoire passionnante. Il ne s'agit pas d'une méthode d'exploration, mais c'est beaucoup plus une histoire passionnante, d'une exploration qui a réussi. Et aujourd'hui, nous allons vous conduire dans les Grands Katanga, la province minière de la République démocratique du Congo. Cette histoire, c'est dans les Katangiens. Les Katangiens, c'est les panafricains. Et quand on parle des Katangiens, on voit les cuivres, on voit le cobalt. Et aujourd'hui, nous allons nous diriger vers Kamoa, le gisement de Kamoa Kakula, qui est le 4e plus grand gisement au monde. Et puis, le premier même en termes de forte teneur sur le plan mondial, bien sûr. Alors, cet exposé d'aujourd'hui nous sera présenté par un géologue de la compagnie qui n'est entre autres que M. Innocent Mouchobekwa et qui a une forte expérience dans les Katangiens. Alors, nous allons lui passer la parole. Et comme nous le faisons souvent, si vous avez des questions à poser, juste envoyez-nous par QA. Si vous cliquez sur Zoom, vous allez voir un endroit où c'est écrit QA. Vous, de questions et answers. Donc, questions et réponses. Vous écrivez vos questions et on pourra vous répondre au même moment. Et pour ceux qui sont sur YouTube, mettez vos questions par commentaire et on va essayer de les lire et puis essayer de répondre. Alors, nous allons vous inviter à suivre cette histoire de la belle au bois dormant d'un des plus grands gisements au monde de cuivre. Monsieur Innocent, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Trezen. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Innocent Mouchobekwa, comme l'a dit M. Bampata. Je vais vous parler aujourd'hui du gisement Kamoa. Merci. Alors, sur la géologie du Congo. Alors, sans plus tarder, je vais brièvement vous parler de l'exploration et des Kamoa en général en termes de géologie. Alors, Kamoa, c'est une filiale de Ivanhoe Mines et de Zijin Mining. Permettez un instant, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà. Alors, tel que je disais, Kamoa, c'est une filiale de Ivanhoe Mines, Crystal River et Zijin Mining qui détiennent chacune 39,5% de parts et le gouvernement congolais qui détient 20% de parts. Kamoa, le gisement Kamoa s'étend sur une superficie de plus ou moins 4 km². Alors, ça c'est une carte géologique de la ceinture du cuivre, le Copper Belt, et nous voyons les subdivisions du Copper Belt et nous remarquons que la plupart des gisements que l'on
Le Copper Belt congolais, c'est la zone des nappes et charriages, telle que nous la voyons ici, avec l'image qui représente les différents gisements. Kamoa, par contre, se situe ici hors de cette zone des nappes et charriages. Kamoa se situe dans la zone qu'on appelle le Foreland. Le Foreland, c'est en quelque sorte la zone d'avant-pays. Donc, c'est la zone qui se situe au contact, donc à l'extrémité du bassin et au contact avec la chaîne des montagnes adjacentes. Et tel que vous le voyez ici, Kamoa est situé au sud-ouest du bloc d'Enzilo. Zilo qui fait partie de la chaîne du Kibarien. Alors, avant de vous parler des différentes techniques que nous avons utilisées ici chez nous à Kamoa pour faire notre exploration, On vient de connaître un petit souci avec la connexion de Innocent. Je crois que ça va se rétablir un peu plus vite. Et puis, on va pouvoir aller. Merci d'être de retour, Innocent. Oh, je m'excuse beaucoup, j'ai eu une interruption de connexion Internet. Vous voyez, la technologie est là, c'est caprice. Nous nous excusons. C'est des aléas de la technologie qui ne dépendent pas de notre bonne volonté. Alors, j'étais avant l'interruption, j'étais en train de parler de comment est-ce que l'exploration se faisait à l'époque de la Gécamine, parce que nous connaissons que la grande partie du Katangien connu à l'époque était pratiquement des concessions de la Gécamine. C'est vrai qu'elles ont été redistribuées à des privés, mais au départ, c'était des projets ou des concessions qui appartenaient à la Gécamine. Alors, sur quoi était basée l'exploration à l'époque de la Gécamine? La Gécamine avait deux facteurs principaux dans son exploration. Dans la compréhension géologique de l'époque, il était sous-entendu que la minéralisation dans le Katangien était exclusivement limitée au Rohan, donc au groupe de Rohan. Et puisque l'essentiel des gisements se retrouvait dans la zone des nappes et charriages, des mégafragments, la minéralisation affleurait pratiquement en surface dans la quasi-totalité des gisements connus de l'époque. Alors, le critère d'exploration était l'affleurement des oxydes de cuivre en surface ou la présence de la végétation, des anomalies résistives de la végétation. Ça veut dire la présence des plantes cuprocobaltifères. Ce sont des plantes qui résistent à la toxicité des métaux qu'il y a à la surface du sol dans les gisements connus à l'époque. Ça, c'est une image de Fungurume qui nous illustre plus ou moins la géologie. Nous avons le hors-body inférieur qui affleure pratiquement en surface parce que nous avons des arbres et les herbes juste au-dessus là-bas. Donc, les gisements affleurent en surface. Et
ce sont ces indicateurs, la présence des oxydes de cuivre en surface, la présence des plantes cuprocobaltifères, qui étaient les indicateurs pour les géologues de la gécamine de l'époque sur la présence de la minéralisation. J'ai une petite préoccupation sur cette image. Oui. D'après la stratigraphie du Katangui, nous avons pratiquement le rond à la base, et Ngouba au milieu et Kundelungu au sommet. Oui. Quand je vois cette image, je vois Kundelungu pratiquement en dessous. Je ne sais pas. Voilà. J'ai une série renversée. Merci beaucoup pour la question. En fait, c'est exactement ce qui se passe dans la zone des nappes échariages, parce que dans la zone des nappes échariages, il s'agit d'une zone constituée de méga-fragments du rhum qui se sont déposés sur le Kundelungu qui, lui, est resté en place. Donc, avec la tectonique, avec le diapyrisme, le Rhône s'est détaché et s'est de nouveau déposé au-dessus du Kundelungu qui est, lui, resté intact. Et c'est ce qui constitue actuellement la série renversée. C'est ce qui fait que le Kundelungu se retrouve à la base et le Rhône, qui est censé en principe être une unité plus âgée, se retrouve au sommet. C'est en fait c'est lié à la tectonique et au diapyrisme qui... OK. Ça, c'est une autre image de Tanke Fungurume avec des géologues qui sont en train d'analyser les affleurements en surface. Donc, tel que je vous l'ai dit, c'est presque à ça qu'était limitée l'exploration de l'époque. L'observation des affleurements des minéraux de cuivre en surface et la présence des plantes cuprocobaltifères. C'était les indicateurs majeurs pour dire qu'à tel endroit, il y a potentiellement un gisement. Alors, ça, c'est l'échelle stratigraphique du Katangien. Tel que je vous l'ai dit, dans la compréhension de l'époque, la plupart des gisements connus du Copperbelt congolais se situaient dans le groupe de Rohan, ou le Rhône. Tel que nous le voyons ici, les différents gisements sont représentés ici en rouge. Okay. Alors, ça, c'est une carte géologique de la région de Kolwezi. En bleu ici, avec le contour rouge, nous avons ce qu'on appelle le clip de Kolwezi. Et les petits points ici représentent les différents gisements que l'on rencontre dans le clip de Kolwezi. Et la couleur bleue représente la série de mines. Ici, à l'ouest, nous remarquons qu'à Kamoa, il n'y a pas de série de mines. À Kamoa, nous avons juste les formations de couverture qui sont représentées par le sable de Kalahari et nous avons bien sûr le Ngouba, représenté exclusivement par le grand conglomérat. Ouais, je voulais juste peut-être une précision. La série de mines, c'est les sous-groupes dans le Rohan qui est minéralisé, comme on a vu dans l'image précédente. Exactement, exactement. La série de mines, c'est un sous-groupe du Rohan. Alors, c'est en 2003 que l'aventure d'Ivanhoe Mines au Congo commence avec l'acquisition de plus ou moins 20 000 km² de permis de recherche. Et comme vous le remarquez sur cette carte ici, tous les permis de recherche se sont situés dans la zone inexplorée de la gécamine. Donc, la zone ici encerclée constituait le Copperbelt connu par la gécamine. Et Ivanhoe Mines a choisi de prendre la zone qui n'avait pas été suffisamment explorée par la gécamine parce qu'elle a été considérée comme non prospective pour des raisons évidentes que nous connaissons. Il n'y avait pas de lithologie considérée comme détentrice de la minéralisation, à savoir le Rohan, et aussi par l'absence d'affleurement
d'oxyde de cuivre en surface. C'est ce qui a conduit les géologues de l'époque à considérer la zone comme non prospective. Alors, je vais maintenant parler de l'exploration ou des techniques d'exploration que Ivanhoe Mines a utilisées dans la découverte de Kamoa. Au fait, Kamoa, si je peux revenir sur le slide initial, le premier slide, je ne sais pas si vous me le permettez. Voilà. Kamoa, tel que nous le voyons, se situe à l'extérieur de cette zone de nappe et charriage. Et tous les gisements disons, toute cette zone ici, c'est une zone où les gisements sont allochtones. Tandis que Kamoa se situe dans la zone autochtone, donc qui n'a pas été affectée par la tectonique, la tectonique, ou disons la tectonique qui a affecté la zone des nappes et charriage. Donc, Kamoa est dans une zone qu'on appelle zone autochtone, donc intacte, qui est restée intacte. Et c'est par rapport au fait que les géologues de l'époque d'Ivanhoe, ils ont compris que en Zambie, dans la région des Dents, il y avait des grands gisements et que le contexte était différent par rapport à la zone des nappes et charriage. Donc, en Zambie aussi, c'est des gisements qui sont restitués dans des roches qui sont plus ou moins autochtones, qui n'ont pas été affectés par la tectonique de la phase rouffilienne. Alors, c'est à travers cette compréhension qu'ils se sont dit, pourquoi ne pas essayer de voir s'il n'y a pas de gisements de type zambien, mais du côté congolais. Et c'est comme ça que le choix s'est porté sur la zone la plus proche de Kolwezi, mais qui ne contient pas de série de mines ou de groupes de Rohan. Alors, c'est ainsi que la première phase a été constituée d'études géophysiques. L'entreprise a mené des travaux de géophysique. On a eu la géophysique aéroportée et la géophysique au sol, notamment l'aéromagnétisme, le magnétisme au sol, la gravimétrie, la sismique. On est passé par toutes ces méthodes qui ont révélé des anomalies positives qui ont poussé l'entreprise à entreprendre des travaux supplémentaires. C'est ainsi qu'après la phase de géophysique, on est passé à la phase de géochimie. Et dans la phase de géochimie, on a eu à échantillonner dans les rivières ce qu'on appelle les stream sediments, les échantillons des sols, les échantillons des termitières. On a fait des puits, des tranchées. Et à la fin, les résultats obtenus ont été encourageants. Ils nous ont révélé des anomalies positives en cuivre et il fallait maintenant savoir le cuivre que l'on détecte dans les sols vient d'où exactement. Et pour ça, puisqu'il n'y a pas d'affleurement en surface, il n'y a pas d'affleurement d'oxyde de cuivre en surface, il fallait passer par les travaux de forage. C'est ainsi que a été échelonné plus ou moins les activités d'exploration qui ont conduit à la découverte de Kamoa. Donc, on est passé de la géophysique à la géochimie et de la géochimie aux travaux de forage. Alors, c'est ça même la différence entre la gécamine, c'est que la gécamine a effectué, et Kamoa. Effectivement. Donc, effectivement. On peut dire que c'est l'apport même de Kamoa dans la découverte de ces gisements que la gécamine a raté. Effectivement. Okay. Alors,
Les travaux de géochimie, tels que je l'ai dit, ont débuté en 2004 et ils ont révélé des anomalies positives au cuivre, telles que vous le voyez sur cette carte ici, en rouge et en rose. Ça représente des teneurs de plus de 320 ppm pour le rose et 160 à 320 en rouge. Vous voyez que c'était des anomalies vraiment élevées. Il y a eu même des teneurs qui sont allés jusqu'à 500 ppm. Il faut noter que pendant ces travaux de géochimie, on avait déjà remarqué que Camon était caractérisé par des anomalies négatives au cobalt, ce qui est plus ou moins étrange par rapport à ce que nous connaissons de notre copper belt congolais, parce que tous les gisements ici que nous voyons ici dans le clip de Kolwezi, tous sont une association cuivre-cobalt, mais juste à côté, à quelques kilomètres, quelques 10-15 kilomètres à côté, c'est exclusivement le cuivre. La raison jusque-là n'est pas connue. Il n'y a pas encore d'études suffisamment poussées pour déterminer la raison de l'absence de cobalt à Kamoa. Peut-être que c'est un sujet que les scientifiques auront à développer un jour. Alors, tel que je vous l'ai dit, après la phase de géochimie, la géochimie qui nous a révélé des anomalies positives, des résultats encourageants, l'entreprise a amorcé les travaux de forage. On a commencé par les forages destructifs et puis on est passé au forage carottant. Et tous ces forages ont continué à nous donner des résultats positifs et l'entreprise a continué à accroître la maille. Donc, au départ, on a commencé avec une maille de 400 mètres. On est passé à 800, à 1200, jusqu'à 3,2, jusqu'à une maille de 3,2 km. Et on a observé que les gisements continuaient de s'étendre sur plus ou moins 6 km en allant vers l'ouest. Donc, tel que vous le remarquez sur cette carte ici, Kamoa se situe entre deux structures majeures. À l'ouest, nous avons la West Scarp Fault, qui est une faille normale. Et à l'est, nous avons une structure plissée que l'on appelle le Kansoko Trend ou l'alignement de Kansoko. C'est une structure plissée, ce n'est pas une faille et il n'y a pas encore suffisamment d'études pour essayer d'élucider la Kansoko Trend, qu'est-ce qu'elle représente. Mais en soi, c'est juste une structure plissée. Tout ce qu'on observe, c'est une forte foliation dans les roches autour de cette zone. Peut-être un autre détail aussi, à part les deux structures que je vous ai indiquées, Kamoa, le gisement de Kamoa aussi se situe soit entre les dômes ou à côté des dômes. Parce que s'il faut que je vous présente les différents prospects ou les différentes zones de Kamoa, à l'ouest, ici, nous avons le... Permettez. À l'ouest, ici, nous avons ce qu'on appelle la zone de Kamoa ouest. Vers le nord, nous avons la zone de Kamoa nord, avec l'autre zone de Bonanza qui a été découverte l'année passée. Ici au centre, nous avons Kansoko central quelque part là-bas. Ici, nous avons la zone de Makalu. Et entre les deux dômes ici, on retrouve Kakula. Et vous allez remarquer donc que les dômes ici qui représentent un surélèvement du Mwacha en surface sont aussi parmi des zones qui délimitent les gisements de Kamoa plus ou moins. Alors, ça, c'est la stratigraphie simplifiée, une échelle stratigraphique simplifiée de Kamoa. Il faut noter que le gisement de Kamoa se situe à la base du grand conglomérat.
donc au contact entre le grand conglomérat et le Mwachia supérieur, les R4 et 2. À Kamoa, nous avons quatre principales unités lithologiques. Nous avons la diamectite qui prédomine. Nous avons des microgrès et des grès intercalaires. Et puis, nous avons des intrusions des roches ultrabasiques par endroits, à la base du grand conglomérat, donc des dolérites. Alors, tel que je l'ai dit, le gisement de Kamoa se situe à la base du grand conglomérat, donc au contact entre le grand conglo et le Mwachia supérieur. Cette zone constitue une zone d'oxydoréduction. C'est une zone de changement de faciès. Parce que le grand conglomérat étant de faciès réduit, pyritique, et le Mwachia, ou le Mwachia supérieur qui est oxydé. Et cette zone de contact maintenant, cette zone de changement de faciès a constitué une zone par excellence pour le piégeage de la minéralisation. Et bien sûr, en dessous du Mwachia, nous avons le conglomérat de base, le Pudang, et le socle du mésoprotérozoïque à la base. Donc, la zone d'oxydoréduction est le facteur principal qui contrôle la minéralisation ici chez nous à Kamoa. Voilà, ça c'est une carte d'isoténeur qui représente plus ou moins Kamoa, avec plus de 1500 puits forés à ce jour. Donc, le gisement est plus ou moins cerné. On connaît plus ou moins dans les moindres détails la distribution des teneurs et sur toute la zone de Kamoa. La section ici, qui est une section est-ouest, nous montre la localisation du gisement par rapport à la stratigraphie locale. Donc, à la base, nous avons le Mwachia en bleu. En vert, nous avons la diamectite de base qui est considérée comme notre ore body. Et puis, au-dessus de la diamectite de base, nous avons le microgrès pyritique en jaune ici qu'on appelle KPS, Kamoa Pyritic Siltstone. Et le KPS est interprété comme le toit, la barrière à la minéralisation pour qu'elle ne puisse pas franchir et se propager dans les unités supérieures. Ça, c'est une image qui illustre plus ou moins notre zone minéralisée, notre ore body. Ici, à la base, nous avons le Mwachia, le grès du Mwachia, qui est oxydé avec cette coloration marron. Et nous avons la diamectite de base qui est verdâtre. Avec... S'il vous plaît, Innocent? Oui. Pouvez-vous aller un slide en arrière? Je vais juste voir la carte d'isoténeur. OK. Juste vers le sud. Là. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui justifie cette disconnect-là entre le... quand je vois les deux nappes, là. Je dis du côté où tu as le ton Makalu-Dom et les Kamoa, je pense, principal. Ici? On va voir qu'il y a une zone de disconnect entre les deux. Ouais. Est-ce que ça là, c'est pas dans un même trend, une même continuité lithologique, et on voit qu'il y a une faible minéralisation dans cette zone-là. Est-ce une zone de faille ou quoi qui fait assez que ces deux zones soient séparées? Non, en tout cas, il n'y a pas de faille qui ait été détectée entre les deux zones, mais ici est de signaler que dans cette zone ici, au niveau de Kansoko Sud, nous avons ce qu'on appelle la Mupaka Fault. C'est une faille sédimentaire, une grosse faute qui contrôle plus ou moins la minéralisation à ce niveau. Donc, à l'est de la faille, nous avons une forte minéralisation et juste à l'ouest de la faille, nous avons des faibles teneurs. Donc, cette faille sédimentaire contrôle les fortes teneurs ici au niveau des Kansoko Sud.
Mais entre Kansoko Sud et Kansoko Central ici, il n'y a pas de structure qui contrôle cette variation en teneur. Donc, Ce serait une différenciation géochimique peut-être. Ouais, certainement. Certainement. Mais sinon, il n'y a pas de raison tectonique par rapport à ça. Et en termes de lithologie, les unités stratigraphiques sont les mêmes pratiquement ici et là-bas. C'est peut-être parce qu'il faut considérer le fait que le gisement de Kamoa ou la minéralisation de Kamoa est liée à un facteur principal. Disons, un ou deux facteurs principaux. Nous avons la présence de la zone d'oxydoréduction entre le Mouacha supérieur et le grand conglomérat, mais il faut tenir aussi compte de la teneur en pyrite diagénétique dans la roche, qui n'est pas uniforme au départ. Donc, plus dans une zone, il y a des pyrites diagénétiques, plus il y aura une forte réaction avec les fluides qui amènent la minéralisation, et d'où la présence de fortes teneurs. Donc, puisque la pyrite qui conduit à la minéralisation, la pyrite diagénétique, n'est pas uniforme en termes de teneur, c'est qui, bon, tel que vous l'avez dit, c'est un facteur géochimique. En bref, c'est tout ce qu'on peut dire, que c'est le facteur géochimique qui a contrôlé les forces teneurs par endroit par rapport à d'autres. Alors, ça, c'est un schéma qui illustre notre zonation. Il faut noter que la zonation minérale à Kamoa, elle est verticale normale. Ça veut dire que nous allons des minéraux riches en cuivre vers les minéraux pauvres en cuivre. Nous avons la chalcosine à la base, la bornite au milieu, la chalcopyrite, et puis nous passons à la pyrite, qui est juste un sulfure de fer. Il faut noter que à Kamoa, nous n'avons pas de minéralisation qui affleure en surface, tel que je l'ai dit. Notre zone supergène se situe jusqu'à 30 mètres. Donc, au-delà de 30 mètres, il n'y a rien. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous n'avons pas d'exploitation artisanale, heureusement, chez nous. Alors, ça, c'est une image qui essaie d'illustrer les différents minéraux de cuivre que nous avons. Nous avons ici à la base la chalcosine. Il faut noter aussi que la se présente de deux manières. Nous avons une minéralisation à grains grossiers qui remplace les clastes. Donc, les sulfures de cuivre se retrouvent autour des clastes, tels que vous le voyez ici, autour des clastes. Et nous avons une autre minéralisation qui est disséminée dans la matrice sous forme de grains fins. Donc, c'est comme ça que se présente la minéralisation à Kamoa, sous forme de remplacement des clastes et de dissémination dans la matrice. Alors, jusque-là, j'étais en train de parler de cette zone qui était connue jusqu'avant 2015, la zone de Kamoa. Mais en 2015, on a découvert un autre gisement plus au sud-ouest que nous appelons le gisement de Kakula. Alors, c'est un gisement qui a changé complètement tous les plans de l'entreprise. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur la carte précédente. Celle-ci, voilà. Avant que Kakula ne soit découvert, on avait déjà amorcé le développement de Kansoko. Vous voyez, ça c'est le portail, ça sont les inclinés qui mènent au gisement à forte teneur. Alors, avec la découverte de Kakula, tous les plans de la société ont changé. Pourquoi? Parce que Kakula s'est avéré plus riche, donc avec des teneurs plus élevées, plus épais, avec des épaisseurs qui peuvent aller jusqu'à 10-15 mètres, et plus continu. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez la question de quelqu'un qui m'a demandé pourquoi il y a
un gap entre cette zone riche et l'autre zone. À Kakula, la minéralisation, elle est vraiment continue, telle que nous allons le voir sur les slides qui suivent. Voilà. Toute cette zone ici en rose représente plus de 7% de teneur en cuivre. Vous imaginez plus de 7% de teneur en cuivre sur toute cette étendue. Si je regarde l'échelle, c'est plus de 2 km. Donc, Kakula est vraiment plus riche, plus épais, plus continu. Et c'est ça qui a fait que on a immédiatement amorcé les travaux de développement de Kakula qui sont vraiment dans un stade avancé avec une projection du début d'exploitation des productions pour le 3e trimestre de l'année prochaine. Je ne sais pas, j'ai un petit souci avec mon PowerPoint. Permettez. OK, je reviens, parfois ça arrive. Alors, ça c'est une section est-ouest qu'on a coupée le long de disons de Kakula. Et vous remarquerez toujours que les gisements de Kakula se situent toujours à la base du grand conglomérat, au contact entre le grand conglomérat que nous avons au-dessus et les Mwachia que nous retrouvons ici à la base en bleu. Et vous pouvez remarquer sur cette section, ici nous avons jusqu'à 11 mètres à 8,24% cuivre. Vous imaginez, donc c'est vraiment impressionnant comme teneur et comme épaisseur. Voilà, maintenant je vais vous parler de la zone de Bonanza qui a été découverte l'année passée, curieusement par hasard, à travers un puits qui était destiné au départ comme un puits un infill, donc un puits de réduction de mailles. Et ce puits qui nous a sorti des teneurs de 22 mètres à 100. Ce n'était jamais arrivé auparavant et ça a suscité la curiosité de l'équipe de géologie qui a amorcé des travaux de forage intensif à la zone jusqu'à la découverte de la zone de Bonanza. La zone de Bonanza elle-même qui a été évaluée en janvier à 1 million de tonnes, 1,5 million de tonnes de minerais de cuivre à 10,7%. Donc, c'est vraiment un gisement à très fort teneur. Il y a un auditeur, il y a une personne qui nous suit qui aimerait savoir qu'est-ce qui justifie cette différence de teneur entre Kamoa et Kakula alors que nous sommes dans la même série sur le plan stratigraphique. Si je peux me permettre d'avancer les potentielles raisons, c'est en termes de lithologie, parce que en termes de sous-unités lithologiques, à Kamoa, au-dessus du Mwachia, nous avons une zone épaisse de diamectite riche en clastes. Et puis, nous avons un microgrès, et puis nous avons la diamectite supérieure avant d'atteindre notre microgrès pyritique. Alors, le fait que nous ayons cette unité épaisse riche en clastes avec une matrice gréseuse, c'est une lithologie qui n'a pas pu faciliter la concentration de la minéralisation à la base. Donc, la minéralisation s'est plus ou moins légèrement dissipée à travers la stratigraphie, à travers l'unité stratigraphique. Par contre, à Kakula, qu'est-ce que nous remarquons? L'unité riche en clastes est vraiment mince. Je crois qu'elle ne dépasse pas 1 mètre.
Donc, c'est une unité qui varie autour d'1 mètre. Et juste au-dessus de cette unité, nous avons un microgrès épais. Et c'est ce microgrès qui constitue notre zone de high grade. Donc, ce microgrès-là a facilité le piégeage et la concentration de la minéralisation. C'est comme ça que nous avons pu comprendre la différence entre Kakula et le reste des Kamoa. C'est la présence de ces microgrès juste déjà à la base. Juste déjà à la base, presque au contact avec le moisha. Et c'est là que se focalise notre minéralisation à Kakula, qui est principalement constituée de chalcosine. Ça c'est un autre facteur aussi, parce que à Kamoa, à Kansoko, les minéraux de cuivre qui prédominent, c'est la chalcopyrite suivi de la bornite. Tandis qu'à Kakula, c'est bon, pas exclusivement, c'est en grande partie la chalcosine. Or, tel que nous le savons chimiquement, la chalcosine, c'est autour de 80% cuivre, alors que la chalcopyrite, c'est 30 ou 33%. Donc, vous voyez déjà la différence. Quand vous avez un gisement à chalcosine, il sera certainement plus riche qu'un gisement à chalcopyrite. C'est ça aussi la nuance peut-être entre Kakula et le reste. Donc, c'est purement géochimique et puis... Oui, c'est purement géochimique. Le contrôle est géochimique. Géochimique. Oui, c'est purement géochimique. Alors, ça, c'est une section que nous avons coupée, une section est-ouest à travers notre zone de Bonanza. Et nous remarquons que la zone de Bonanza, c'est une minéralisation qui est liée à la faille, à cette faille que nous appelons la Bonanza Fault, qui a traversé, qui a recoupé les unités et qui a précipité la minéralisation dans le KPS. Le KPS qui est traditionnellement pyritique, mais ici, la pyrite a été remplacée par des sulfures de cuivre. Et les forces teneurs sont justifiées par quoi? Parce que déjà le KPS, il est très fortement pyritique. Nous avons des teneurs qui vont jusqu'à 40% en fer, donc la pyrite va jusqu'à 40%, et ce sont les 40% certainement qui ont réagi avec le fluide pour générer de très fortes teneurs. Ok, Innocent a quelques soucis avec sa Comme vous connexion. pouvez le remarquer, en rose. Oh, c'est vrai, vous ne m'entendez plus? Oui. Oh, on comprend que vous êtes en brousse et puis ça passe. Oh là là, C'est pas grave, ça va. je suis revenu, il y a quelque part où je peux reprendre. Non, continuez, je crois que vous pouvez continuer. Quand vous parliez de quoi? La bonanza. Voilà, bonanza. donc la zone ici encadrée, c'est ça qui constitue notre bonanza zone. En dessous, nous avons notre tradition qui se situe de base avec le moyen. Donc, nous avons deux hors-body en quelque sorte de bonanza. Le bonanza lui-même qui est là-bas dans le microgrès pyritique et nous avons une réalisation traditionnelle à la base du Grand Congo. Alors, ça c'est juste une image illustrative de comment est-ce que entre et vous allez le remarquer, ici nous avons 9 mètres à 4%. Ici, nous avons 19 mètres à 5%. Ici, nous avons 29 mètres à 10%. Donc, Bonanza, c'est le sommet des teneurs dans le gisement spectaculaire. Oui, exactement. Voilà, ça c'est plus ou moins un tableau illustratif des ressources de Kamoa. Kamoa, à ce jour, se chiffre à plus ou moins 1,4 milliard de tonnes de minerais de cuivre à 2,7%. Ça, c'est en ressources indiquées. Il y a aussi les ressources inférées
qui vont jusqu'à 300, presque 340 millions de tonnes de minerais de cuivre à 1,6%. Avec ces chiffres pharaoniques, Kamoa se situe à la 4e place sur le plan mondial, comme l'a dit Trezen. Donc, en Afrique, on n'a pas de concurrents. Mais même jusque-là, au plan, on n'a pas de concurrents. Vous pouvez voir nos prédécesseurs sont 0,8. Ils n'ont même pas atteint 1%, tandis que nous, nous sommes à 2,7. Donc, en termes de teneur, on reste imbattable. Donc, c'est quelque chose de spectaculaire. C'est quelque chose qui devrait motiver la communauté scientifique à entreprendre beaucoup plus de travaux de recherche. Certainement qu'il y a d'autres Kamoa comme ça, peut-être pas nécessairement dans le du cuivre, peut-être dans l'or, peut-être dans le coltan, parce que j'ai eu à participer à une conférence l'année passée et un géologue de Kami a fait un exposé qui m'avait laissé. Il nous a révélé que les sols congolais, vous imaginez pour la République. Je crois qu'il nous a quelques problèmes de connexion et il est en brousse en ce moment. Je crois que nous avons pu suivre sa présentation avec un grand intérêt et il va nous rejoindre, je crois. Il est déjà là, je crois. Innocent, tu nous suis? Oui, je vous suis. Je m'excuse beaucoup. Ces derniers temps, nous avons des petits soucis de connexion. C'est pendant de ma volonté, je m'excuse. On comprend que vous êtes en brousse. Oui. Mais en brousse, la connexion ne pose pas problème. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. On n'y peut rien. Alors, j'étais en train de parler de l'exploration au Congo. Je ne sais pas à quel niveau j'étais perdu, mais j'étais en train de dire que j'avais assisté à une conférence l'année passée. Des Kami nous a révélé que le Congo n'est exploré qu'à 10%. Wow. Alors, c'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est très inquiétant. C'est inquiétant, mais aussi c'est encourageant parce que les ressources humaines, il y en a au pays. Les ressources humaines, il y en a. Les géologues, il y en a. Donc, je pense qu'il suffit qu'il y ait une bonne politique pour que nous puissions entreprendre et découvrir d'autres Kamoa Kakula ou d'autres Kibali dans les secteurs aurifères, ainsi de suite. Mais c'est important que l'exploration soit plus développée dans le pays. Exactement, exactement. Vous avez raison. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, en tout cas, il y a beaucoup de questions qui pleuvent. Alors, d'abord, merci pour la présentation. Et nous voulons présenter des excuses à tout le monde pour des raisons, des petits soucis de connexion, mais je crois que l'essentiel a été dit. Et merci pour ceux qui étaient là. Et il y a des questions. Alors, on va essayer que la connexion ne nous pose pas de soucis. Alors, on va essayer de répondre à quelques questions. Alors, il y a une question sur le chat. Commencer par la question sur le chat. Oui. Une question de Pierre Kankou. OK. Oui. Je ne sais pas, il est où? Pierre Kankou, c'est un géologue. Si je crois, il doit avoir, il peut même parler s'il nous écoute. Oui, s'il est en mesure de parler, ça serait mieux comme ça. J'écoute directement la question. Oui, je suis en mesure de parler là. Je me référais un peu plus à la géologie, hein, c'est ce qui m'attirait un tout petit peu. OK. Sur quelques slides, surtout quand on parlait du disconnect, là, j'étais en train de chercher à comprendre quand tu as essayé un peu d'expliquer ta carte d'isoteneur pour voir un peu tous ces disconnects dans cette zone-là, où vous dites qu'il y a cette continuité lithologique et un instant, j'y presque reviens. même le même type de minéralisation.
Un instant, j'y reviens. Ouais. C'est laquelle? Celle-ci? Celle de Ouais, Kakula ou bien l'autre? ouais, euh, même l'autre, même celui-ci. Ok. Celle-ci? Yeah, c'est là, oui. Parce que Oui. quand je vois la section sur la région, quand on voit que Oui. ça c'est Kakula et ça c'est Non, Kamoa. oui, c'est Kamoa. C'est Même Kamoa quand on central. rentre aussi, quand on voit aussi Kakula, Ouais. les sections montrent un tout petit peu une Ouais. forme d'un contrôle un tout petit peu structural aussi, Je où je dois, vois je pas dois, une... Hmm. merci beaucoup, merci beaucoup. C'est peut-être quelque chose à laquelle je n'ai pas fait allusion quand j'ai parlé de Oui, Kakula, ok. mais j'en avais parlé au début de deux structures qui encadrent notre gisement. À l'ouest, nous avons la West Carp, et cette West Carp s'étend jusque vers le sud ici. C'est elle qui s'est démembrée en trois membres ici qui recoupent Kakula. Mais tel que vous le remarquez, cette faille n'affecte en rien la minéralisation. Nous avons toujours de fortes teneurs dans la zone faillée. Je ne sais pas si vous le remarquez sur la carte, parce que Oui, c'est oui, oui. c'est Je une le faille remarque, oui. qui est ultérieure. Elle est vraiment récente par rapport à la minéralisation de Kamoa. Donc, elle n'a aucun impact sur la minéralisation. Tel que vous pouvez le remarquer, elle est là-bas avec ses trois branches, mais on a toujours des très fortes teneurs dans la zone faillée. Ok, c'est compris. À l'exception de la zone faillée, là, quand je regarde sur Hmm. la section, je vois aussi une forme de plissement Oui, oui, régional. oui. Quand on voit OK, sur les deux, OK. que ce soit Ouais, sur ouais, notre ou ouais. sur l'autre. Ouais. Raison pour laquelle je Celle-ci. disais, c'est disconnect entre les deux. N'est-ce peut-être pas que la minération a été beaucoup plus piégée dans l'axe du pli, où on voit qu'il y a des très grandes épaisseurs. Et quand je vois même le Kakou, là où vous avez Hmm. encerclé pour démontrer le dôme et même les différentes Hmm. intersections et teneurs que vous démontrez là, sont Hmm. beaucoup plus sur quand on voit dans l'axe du pli, on démontre plus ça. Et dans les Mais autres zones, on a un peu de très faible minéralisation là. Ouais, parce qu'on voit, c'est Mais dans l'anticlinal dans, dans, yeah. ouais, dans la connaissance que nous avons du gisement lui-même en question, les zones, il n'y a pas vraiment de différence de teneur entre les zones de l'anticlinal et le synclinal. Généralement, les teneurs, elles sont presque les mêmes. Parce que je ne sais pas si on saura lire ici, que je peux zoomer, je ne sais pas. Ouais. Parce que la zone ici, c'est la zone que nous avons ici. Mais quand nous regardons ici d'ailleurs, nous avons autour de 4 mètres à 5%, 11 mètres à 3%. Donc, la variation n'est pas vraiment liée au fait que nous soyons sur un anticlinal ou dans un synclinal. Je pense que le facteur de variation, il est beaucoup plus géochimique. Je peux juste ajouter, je ne sais pas si c'est possible. Ouais, allez-y, allez-y. Ouais. Ouais, ouais, bon, un peu compléter, Pierre, peut-être éclaircir. Bon, Oui. il voudrait peut-être savoir, est-ce que l'agisement pourrait être lié au tectonisme ou bien c'est un sédimentaire. Donc, entre les deux, qu'est-ce que vous pensez? Non, Vous... non, Kamoa Kakula, c'est un gisement stratiforme. Donc, il est sédimentaire tel que vous l'avez dit. Il est stratiforme comme la plupart des gisements que nous rencontrons dans le Copper Belt. Donc, il n'y a pas une connexion, bien relationship par rapport à vos plissements. Il n'y a pas soit un enrichissement ou bien remobilisation Nous des avons minérations un par rapport. enrichissement, nous avons un enrichissement qui est lié à des failles sédimentaires, les gros faults, la grosse fault dont je vous ai parlé de Kansoko. Elle a, elle a joué un certain rôle d'enrichissement par remobilisation. Mais la minéralisation, au départ, elle est stratiforme. Donc, il peut y avoir eu remobilisation suite à la tectonique, mais au départ, le gisement, il est sédimentaire ou stratiforme. Ok, j'ai une question. Oui, Euh, euh, alors, on aimerait savoir dans les formations à grains fins comme les microgrès, les oui. minéralisations sont-elles toujours visibles?
Et si ce n'est pas visible, donc si c'est invisible, y a-t-il des altérations dont la présence anticipe une certaine teneur de minéralisation en cuivre? Généralement, dans les microgrès, la minéralisation se présente sous forme de grains fins disséminés. Je ne sais pas si vous pouvez reprendre la question. Si la minéralisation elle est visible. Est visible, dans les grains fins, c'est visible. Oui, c'est visible. C'est visible parce que bien qu'en étant fine, elle donne à la roche une certaine coloration différente. Généralement, quand c'est la chalcopyrite, vous verrez une tendance vert olive légèrement jaunâtre. Quand il y a la bornite, la roche a tendance à être mauve. Quand c'est la chalcosine, elle est grise et quand vous la mettez au soleil, elle émet un reflet du soleil et on sait déjà avec l'éclat métallique de la chalcosine qu'il y a une certaine minéralisation, bien qu'en étant en grain fin. Oui. À partir de là, est-ce qu'il vous arrive d'estimer les teneurs en se disant, OK, ici c'est la chalcosine, vous arrivez à estimer les teneurs, vous dites par exemple, ici on peut avoir 8%, 4%. Oui, bien évidemment, mais ce sont des estimations visuelles. C'est au labo que l'on a toute la précision. Ouais. OK. Alors, il y a des questions un peu plus, je ne sais pas si vous serez en mesure de répondre, parce que ce sont des questions à caractère un peu politique, mais au moins, je vous lis les questions. C'est un peu plus politique. OK. Si je suis en mesure, je répondrai. Si je ne suis pas, on verra. Alors, et je vais commencer par la question la plus courte. Alors, on dit ceci. L'apport de Kamoa sur la vie sociale des hôtes tel que prévu par l'actuel code minier. Des hôtes? Oui. Bon, si je peux répondre brièvement. Aujourd'hui, Kamoa, c'est vrai, c'est des slides que je n'ai pas mis ici parce que c'était une présentation à caractère géologique exclusivement. Mais Kamoa a beaucoup de réalisations sur le plan social. Si vous arrivez sur site, on a construit des écoles, on encadre des fermiers. La société elle-même emploie actuellement autour de 5000 personnes. Donc, l'impact social, il est là. L'impact social, il est là. Et imaginez-vous, c'est une entreprise qui ne produit pas encore. Il faut peut-être qu'on le signale peut-être à nos auditeurs et aux gens qui nous suivent, c'est que l'entreprise ne produit pas encore. Il y a Il ne sent encore un problème avec sa connexion. On ne vend rien jusque-là. Je dois aussi signaler que le gouvernement congolais détient 20% des parts dans l'entreprise, ce qui est quelque chose, ce qui n'est pas rien. OK. Ouais. Il y a la deuxième question, toujours de la même personne. Il demande ceci avec la lutte contre le réchauffement climatique actuel. Comment s'y prend Kamoa? OK, merci pour la question. Kamoa, c'est un gisement à part sa grandeur qui est aussi innovateur par rapport à sa gestion. Ici, je dois dire au monsieur qui a posé la question que Kamoa, c'est un gisement, c'est une mine qui sera exploitée exclusivement par de l'énergie verte, donc l'hydroélectricité. Chez nous, il n'y a pas de charbon, il n'y a pas de groupe électrogène pour polluer l'environnement ou détruire la couche d'ozone. On va utiliser une énergie propre, l'hydroélectricité. Il y a des centrales qui sont en réhabilitation en partenariat avec la SNEL pour alimenter l'usine. Donc, nous allons utiliser l'hydroélectricité. Aussi, je dois dire en termes d'exploitation, l'impact sur l'environnement sera minimal. Pourquoi? Parce que
une grande partie des rejets de la mine seront réinjectés dans la mine. Donc, je ne sais pas si je peux l'expliciter. Ça veut dire la méthode d'exploitation qui a été sélectionnée pour Kakula prévoit que quand on a extrait le minerai, on reprend le rejet, on le renvoie dans la mine sous forme de béton dans les zones qui ont été excavées. Ce qui fait que les rejets sont réduits sensiblement, je pense de 55%. Si vous avez l'occasion de lire nos publications sur Internet, vous allez voir comment vous allez avoir beaucoup plus de détails par rapport à ça. Mais sinon, en termes d'impact environnemental, c'est une mine qui va réduire sensiblement son impact sur l'environnement. Okay. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je crois bien. Alors, avant de... Il y a une toute petite question. Avant, il y a une question très longue, raison pour laquelle je la réserve pour la fin. Alors, je prends celle-ci. On commence par vous saluer et puis on dit, ma question est de savoir si vos campagnes de forage sont jusqu'à quelle profondeur et vous aviez déjà tenté d'aller au-delà de cette profondeur maximale. Donc, OK. Si je peux répondre. Alors, chez nous ici à Kamoa, la profondeur varie. Nous avons des zones où les gisements se retrouvent à 100 mètres de profondeur et nous avons des zones où les gisements se retrouvent jusqu'à 1400 mètres. Mais notre forage le plus profond va jusqu'à 2200 mètres, mais la grande partie, c'est dans le Mouacha. C'est un forage qui avait été fourré juste pour essayer d'expérimenter, de voir qu'est-ce qu'il y a un peu plus bas. Et il est passé sur une bonne partie. Donc, plus de 1500 mètres sont dans le Mouacha. Donc, en termes de profondeur, la profondeur varie, mais notre puits le plus profond va jusqu'à 2200 mètres, je crois. Je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. OK. Papi? Oui. Je voulais juste compléter juste pour... Oui, Papi a quelques problèmes avec la connexion. Pour contrôler la stratigraphie. Ça ne passe pas. Allô? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas bien suivi. Maintenant, ça va? Oui, tu peux déconnecter la vidéo. Tu peux déconnecter la vidéo et... Déconnecter votre vidéo. OK, d'accord. C'était juste pour compléter, Innocent, pour dire que ce sont des forages stratigraphiques et juste pour contrôler la stratigraphie, parce qu'il est très important aussi d'avoir la connaissance de la stratigraphie en dehors de la minéralisation. Exact. Oui. Je peux même compléter pour nous, par exemple, qui sommes dans l'or, on suit souvent le plongement. Et vous êtes beaucoup plus proche de là où ça affleure, vos gisements, vos forages seront peu profonds. Et puis, lorsque vous allez là où les gisements, où la minéralisation plonge beaucoup plus, les forages seront un peu plus très profonds. Donc, ça dépend de là où vous forez. Donc, les forages, les profondeurs varient toujours. Elles sont variables, Alors, il y a une question, c'est une question purement politique. C'est du genre question et puis il voudrait un peu savoir exactement certaines choses. C'est une des personnes qui a assisté, il n'a pas voulu laisser son nom. Anonyme. C'est comme ça qu'il a écrit, anonyme. Alors, quelle est sa préoccupation? Alors, il dit ceci. Celle-ci est une question de l'histoire de de l'exploitation de la gécamine que lui-même ignore. Il dit merci de la révélation. Une exploration au XXIe siècle de 2004 utilisant des méthodes géophysiques s'avère une innovation pour les Katangiens, qui voulait dire les Katangiens. Où la question ou l'interpellation serait comment se fait-il qu'aucune exploration moderne utilisant les méthodes géophysiques n'y été conduite jusqu'aux dernières décennies du XXe siècle?
il ajoute, est-ce que c'était, premièrement, une décision de la direction d'exploitation de la Gécamine de ne pas renouveler ou remplacer les ressources suite au profit des gisements déjà en place qui garantissaient des productions pour des décennies à venir. Deuxième, ou encore le manque d'investissement pour l'exploration, souvent qui sont les premiers qui souffrent en premier en cas de baisse des cours des matières premières. Et en troisième lieu, il dit ou encore pour des raisons de mégestion ou d'incompétence, c'est-à-dire manque de formation continue sur les nouvelles techniques et modernisation du leadership des opérations. Bon, il ajoute et complète en disant, il sait que vous n'êtes pas de la Gécamine et peut-être que ma lecture n'est pas si bonne que ça, mais si vous allez en soi, vous allez voir sa préoccupation. OK. Je pense que tous ici, nous avons une idée ou des ébauches de réponses. Et je crois lui-même, il en a. Lui-même, il a des ébauches de réponses par rapport à ses préoccupations. Oui. Je ne saurais pas vraiment répondre à la place de la Gécamine. Un avocat de la Gécamine est là, il va justifier. Tout ce que la Gécamine a fait l'exploration il y a peut-être 40, 50 ans, je ne sais pas. La technologie n'est pas aussi comme lui. Aussi, un facteur là qui est lié au fait que la minération était elle affleurait déjà. Pourquoi investir quand vous voyez déjà en surface? Peut-être ça aussi, ça a pu rendre peut-être les gens paresseux. Vous imaginez, le Copper Belt dans son ensemble était géré exclusivement par des décennies. Donc, c'est évident que les travaux ne puissent pas être suffisamment poussés. Bon, je ne sais pas, je ne saurais donner de vraies raisons de la Gécamine. Tout ce que j'ai fait, c'est juste une analyse. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui aimerait savoir, vous êtes géologue de la mine ou d'exploration? Sorry, Trezen, je veux compléter cette question-là. Oui, bien sûr. Posée concernant la Gécamine. Hein. Oui. Et, en fait, peut-être que beaucoup de gens n'ont pas fréquenté, à part la bibliothèque. Moi, j'ai eu à passer une année à la Gécamine. J'ai travaillé une année. OK. La Gécamine a utilisé toutes les méthodes. Tout ce dont on cherche à parler là avait été utilisé. Et vous savez qu'il y avait une société d'exploration à l'époque, je ne sais pas, les services géologiques belges à l'époque qui pouvaient bien financer les restes. Mais quand la Gécamine est passée à la phase d'exploitation, il y avait changement de priorité. Vous voyez, c'est que toute la géologie s'est focalisée sur le mine. C'est-à-dire, c'était pour développer la conversion de tout ce qu'ils avaient comme ressources en réserve et accompagner aussi l'exploitation. Et c'était une entreprise publique, n'oubliez pas ça. C'est-à-dire, on sait comment ça marche chez nous avec les entreprises publiques. Généralement, quand il faut réinvestir, ça pose souvent un problème. Et l'exploration, comme vous le saviez tous, c'est un investissement à risque. C'est qu'on peut... Absolument. Pour nous, quand on trouve ou on ne trouve pas, c'est un plus qu'on ajoute dans la connaissance géologique de la région. Mais pour un businessman, c'est lui qui fait, il voit plus ce qu'il doit avoir derrière ça. Et je me rappelle même à l'époque avoir reçu une équipe de Kamoa. Elle était conduite par quelques géologues que je ne connais plus, mais le seul Congolais que j'avais vu en cette équipe-là, c'était, je ne sais pas s'il travaille encore pour Kamoa, Barry Kazadi. Oh non, il n'est plus là. Ils sont venus voir quelques carottes à la Gécamine. La Gécamine a effectué même quelques travaux, quelques petits travaux dans la zone. Mais comme c'est... Voyant aussi la technologie, vous voyez, c'est un gisement en profondeur. Et eux, ils investissaient un peu plus moins pour... c'est-à-dire l'investissement, l'exploration n'était pas de plus en plus financé comme avant, ce qui faisait qu'ils se limitaient un peu plus sur le near mine deposit. Là, on peut investir moins. C'est-à-dire des zones oxydées, un peu qu'on peut retrouver dans les écailles dans le Copper Belt. C'était peut-être ça, une des raisons. Mais sinon, la Gécamine reste jusqu'à ce jour une grande base de données
Ouais, ouais, Où on absolument. peut aller voir. Et des études de toutes sortes ont été effectuées et des Absolument. masters, des études même en géostatistique, et vous pouvez retrouver dans la bibliothèque, ainsi de suite. Yeah. Absolument. C'est que la gestion seulement. La question, et ma réponse serait peut-être la gestion d'une entreprise publique, comme on le sait partout chez nous. C'est intéressant d'entendre tous ces éclaircissements. Moi, j'aurais personnellement dit que la GECAMIN n'a pas eu à faire de géophysique ou encore les méthodes étaient trop archaïques, raison pour laquelle ils ont raté Kamoa. Non, tout ça a été fait, mais c'était plus limité peut-être dans certaines zones. Au fait, les buts, ça serait plutôt qu'est-ce que nous inspire la découverte de Kamoa? Oui. Kamoa devrait inspirer nos autorités, nos responsables à investir dans l'exploration. Comme M. Kankou l'a dit, la GECAMIN n'a pas beaucoup investi dans l'exploration. Ça devrait être la motivation, les buts ultimes de ce genre de conférences, inciter nos décideurs à investir dans l'exploration. Surtout ça, et je vais ajouter aussi une autre chose, c'est que le géologue, et surtout dans le Copper Belt, on doit voir un peu au-delà du Copper Belt. C'est-à-dire on doit essayer un peu de pouvoir aller au-delà de ça, essayer un peu de comprendre la géologie différemment. Aujourd'hui, j'évolue dans les Dome Region, comme on l'appelle. C'est un tout petit peu similaire à ce que vous avez dans exactement. Ici en Zambie. En Zambie, dans la zone où vous retrouvez le plus grand gisement d'ailleurs de cuivre aujourd'hui en Zambie. La plus grande mine qui opère ici Kansanshi. C'est pas dans les Katangiens. On n'a rien dans les Katangiens et tout ça, c'est dans le Dôme. Dans le basement. Les types de métasédimentaires même qui contrôlent. Dans le basement, oui. OK, je voulais juste compléter l'idée aussi. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, je vous capte très bien. Bon, en fait, c'est d'ailleurs ça l'idée de cette association, de promouvoir cette recherche, surtout dans des endroits non explorés. Alors, c'est pour cela que nous sommes là et avec des idées pareilles, nous allons vraiment progresser ensemble. Je sais que Trézen est là, il va beaucoup en parler. Oui. Avant peut-être de passer à parler de ça, j'aimerais qu'il y a quelques questions dont je crois qu'on a essayé de faire attendre un peu longtemps. Alors, il y a une question pour Innocent. Oui, je vous capte. Comment vous pensez gérer les drainages miniers acides ici de la mine de Kamoa? S'il y a présence de la pyrite, or avec l'oxydation de la pyrite et le contact avec de l'eau, il y a développement du drainage minier acide. Y a-t-il un plan de traitement conçu par Kamoa Mine? Bon, je vais essayer de répondre, mais ça ressort un peu beaucoup plus du domaine des métallurgistes, de l'engineering, mais je vais essayer de répondre. D'abord, il y a deux ou trois points que je vais relever. C'est que notre KPS, notre microgrès pyritique, n'est pas miné. Il reste intact dans le sol. Il n'est pas miné parce que notre gisement, si vous regardez par exemple, je ne sais pas si je peux de nouveau partager la vidéo. Elle est toujours là, votre carte. Ah, elle est toujours là? Oui. La section est visible? Oui. Voilà. Je ne sais pas si les gens seront en mesure de voir le KPS dont je parle, les microgrès pyrétiques. C'est la petite unité jaune qui se trouve presque au milieu là, de la section. OK. Alors, si vous voyez à l'échelle, le microgrès, le KPS est plus ou moins 500 mètres au-dessus de la zone minéralisée. Donc, pour qu'il y ait vraiment un impact, il puisse générer un quelconque impact sur l'environnement et les drainages miniers acides, je pense qu'il sera minime. Et puis, à ce que je sache, dans les études qui ont été faites pour la construction de tailings dams, donc comment on les appelle en français encore? Les zones où on va stocker les rejets. Je sais pas comment est-ce que... Là, c'est Pierre qui peut bien
comprendre, Ouais. tu peux bien expliquer ça. Ne passez juste en anglais. Ça passe mieux en anglais. Non, ça passe mieux. Tous on ne sait plus D'accord, vraiment. d'accord. La zone là qui a été prévue pour la conservation des rejets a été conçue de telle sorte qu'elle elle puisse empêcher toute infiltration des substances qui pourraient causer des dommages à l'environnement. OK. Si je peux essayer de répondre à ça par rapport à sa Oui, question. Donc, d'abord, je vais ajouter aussi à ce qu'Innocent a dit. Je me rappelle oui, avoir lu quelque part dans votre PFS, c'est-à-dire le oui, Preliminary Feasibility Study, où ils ont oui, indiqué que cette unité-là oui, peut être exploitée. Il y a un projet, je ne sais pas si c'est un projet ou ça c'est juste une idée qui est venue dans le rapport, pourra être exploitée aussi pour produire l'acide sulfurique. Je ne sais pas quelle est oui. sa composition et sa teneur Non, même en pyrite. euh, Parce qu'ils euh, ont parlé quelque chose pareil pour le futur. C'est que ça ouais, pourrait être exploité dans le futur aussi et ouais. produire l'acide sulfurique sur site. Ce qui En tout, pourra d'ailleurs améliorer votre coopératoire, qui est en tout cas, d'importance dans le projet. dans l'étude de faisabilité qui sera publiée bientôt, certainement on aura beaucoup plus de détails, mais à ma connaissance, ce projet n'est pas vraiment à jour à ma connaissance. C'est peut-être dans les phases, parce que il faut savoir que l'exploitation des Camois est c'est une phase de 5 ans où on va produire exclusivement un concentré. Dans la deuxième phase, il est prévu qu'on puisse construire une usine de raffinage et ainsi de suite. Donc, la construction ou le développement est échelonné en phases et chaque nouvelle phase a ses innovations. Peut-être qu'un jour, on pourra exploiter cette unité. Les gisements dans les Copper Belt, ils ont besoin de l'acide sulfurique pour leur procédé métallurgique. Ouais. Mais pour le moment, je pense que c'est dans la première phase, la phase initiale dans laquelle nous sommes, ce n'est pas encore prévu. Mais je dois rassurer le monsieur qui a posé la question que le risque qui est un impact environnemental lié au drainage minier acide, je pense qu'ils ont pris toutes les précautions possibles pour le minimiser. OK. Et il faut peut-être ajouter aussi que Camon exploite en underground, c'est ça? En souterrain, oui, ouais. Toutes nos mines sont souterraines. OK. Il y a quelqu'un qui nous a aidé avec la traduction de Tailings. OK. C'est bassin de rejet. Bassin de rejet. Bassin de rétention. Bassin de rétention, ouais. Merci beaucoup. Ouais. Il y a une question aussi. On aimerait savoir si l'exploration continue encore à Kamoa. Pas vraiment au sens propre de l'exploration. Nous continuons à forer pour bien cerner les gisements dans les zones où ce n'est pas clair. On peut Mais dire que vous faites des ressources conversion. Oui, mais dans la région de Kamoa, Ivano et Mines continuent l'exploration. Je ne sais pas si les gens ont entendu parler de Makoko et d'autres projets dans la zone, dans la région qui sont toujours en phase d'exploration. OK. Et on aimerait aussi savoir sur le montant investi sur la recherche pour l'exploration jusque-là. Je n'ai pas le montant exact, mais c'est en centaines de millions. C'est en Okay. centaines de millions de dollars, mais je n'ai pas le montant exact. Parce qu'il faut retenir que c'est depuis 2003 que nous faisons l'exploration, je peux dire jusqu'à ce jour. Donc, c'est plus de 15 ans. Donc, chacun Vous peut avez s'imaginer toujours... le montant plus ou moins. Et il y a combien de géologues? Question de Une, curiosité. une bonne dizaine. Une bonne dizaine. Pour une grande Une société très comme grande ça. société comme Kamoa. Surtout sur Non, le ça, plan exploration. Quatrième plus grand gisement au monde de cuivre.
Ouais. Une dizaine de géologues, OK. Voler les géologues. Quelqu'un qui aussi quelqu'un me pose la question sur les cut-off actuellement, les cut-off des teneurs de coupure. Ouais, pour la phase initiale de 5 ans, le cut-off est de 3%, mais certainement qu'on reviendra un peu plus tard à un cut-off plus inférieur, peut-être à 1% dans les années à venir, mais dans la phase initiale de 5 ans, c'est 3%. OK. Je ne sais pas si j'ai laissé certaines questions. Il y a eu beaucoup de questions. Alors, il y a quelqu'un qui aimerait savoir les éléments accompagnateurs. Il n'a pas précisé, je crois bien, du cuivre. Vous faites quoi avec? Je dois dire qu'on n'a pas vraiment d'éléments accompagnateurs à teneur raisonnable. Tout ce que nous avons, c'est en ppm. Le cobalt, c'est en quelques ppm. En tout cas, c'est un gisement presque de cuivre, presque exclusivement. Les autres éléments qui peuvent accompagner sont vraiment à de très faibles teneurs, quelques ppm. OK. Des questions, mais c'est terminé. C'est vrai, je dois l'admettre. Si peut-être il parle aussi du fer, je dois reconnaître que le fer a une certaine proportion, parce que presque tous nos minéraux sont des sulfures de fer et de cuivre de fer. Le fer est là. Le fer, au moins, lui, il est là. Il est là, mais pas oui, le fer, lui, il est là. Question de ma part, je ne sais pas si je peux. Oui. J'ai fini juste une question, Pierre. Il y a quelqu'un qui demande la moyenne de l'exploitation. Vous allez jusqu'à quand pour les trois, pour Kamoa, Kakula et Bonanza? Les estimations. Non, c'est beaucoup d'années. C'est beaucoup d'années. C'est beaucoup. Tel que je vous l'ai dit, l'exploitation est échelonnée en phases. Pour les 5 prochaines années, nous projetons sur 6 millions de tonnes par an. Non, 7,6 d'ailleurs. 7,6 millions de tonnes par an. Et quand on va passer à la seconde phase, je pense la quantité va doubler. On va passer de 7,6, je pense, à 12. Et puis dans la troisième phase, on ira, je pense, jusqu'à 18 millions de tonnes par an. Donc, elle est échelonnée et avec ça, c'est difficile vraiment d'estimer parce que si on allait exploiter la même quantité de manière continue, c'est facile de générer le nombre d'années par rapport aux ressources dont nous disposons. Mais, allô? OK, je crois. Je suis toujours en ligne? Oui, bien sûr. Oui, mais c'est un gisement qui pourrait aller à plusieurs décennies. On parle peut-être même plus. Je crois, Pierre qui a demandé la parole, puis on a pris assez de temps. Je crois que Pierre peut intervenir. Et puis... Oui. Non, je voulais juste poser une question concernant les concentrés. Les concentrés Oui. qui produisent. Oui. Quel pourcentage vous produirez les concentrés durant toute la vie de la mine? Et aussi, c'est quoi la récupération? Il est projeté de produire un concentré de 85%. Et la récupération, je pense, elle est de 90 ou 90 quelques. Il faut que je relise encore dans les publications, mais je sais que le concentré est de 85%. Mais je dois signaler qu'on ne va pas produire le concentré durant toute la vie de la mine. Le concentré est prévu juste pour la phase initiale des 5 ans. Et dans la deuxième phase, il est prévu la construction d'une raffinerie pour produire, je pense, des cathodes. OK. Au-delà de ça, maintenant, je voulais comprendre à l'exploration, Oui. qu'est-ce que vous faites à ce qui concerne la géométallurgie, peut-être pour essayer un peu d'améliorer encore la valeur de toutes vos réserves. Parce que quand je vois, vous parlez d'un concentré récupéré peut-être à 80% ou 86%, y a-t-il des études que vous continuez à faire encore pour comprendre la relation géologie, c'est-à-dire minerai et métallurgie, pour voir si vous pouvez
optimiser encore la récupération. Parce que imaginez-vous, à ce qui concerne la métallurgie, si vous avez 1% ou 2% de plus sur la récupération, c'est un grand cash que vous faites bénéficier sur la société. Ouais, je dois admettre que le modèle que vous avez actuellement, là, avez-vous déjà conçu quelque chose intégré à la géologie, qui est un modèle géométallurgique jusque-là? Je dois admettre que les études métallurgiques, jusque-là, ont été faites par une consultance ou une sous-traitance. En tout cas, je n'ai pas vraiment de détails sur comment est-ce que les études sont menées concrètement pour déterminer la teneur de récupération, disons le taux de récupération ou la teneur du concentré. Je n'ai pas vraiment ces détails-là parce que ce sont des travaux qui ont été effectués par une sous-traitance. OK. Donc, c'est une suggestion. Essayez un peu d'avoir plus d'informations sur ça. Ouais, Parce que dans certain. d'autres sites, déjà, si je vois mes collègues très zen là, et chaque fois quand il a une étude qui fait sur un projet quelconque, il doit toujours l'accompagner avec quelques travaux géométallurgiques préliminaires. Ouais, non, certainement. Le projet est en train de s'accroître en termes de mining geology, donc la géologie de mine. Certainement qu'on aura à développer cet aspect-là. OK. En tout Merci. cas, Innocent, merci beaucoup. Il y a même des questions qui continuent à arriver. Et ce qu'on va faire, c'est on va répondre à toutes ces questions. Et si il y a moyen, des gens peuvent nous contacter. Normalement, nous avons nos adresses email que nous avons affichées dans nos invitations. Ouais, je pense qu'on sera toujours disponible d'apporter notre petite contribution autant que possible. Oui. Alors, par là, j'aimerais dire à tous ceux qui nous ont suivis, voilà, nous venons de suivre Ivan Noé au Kamoa avec son histoire passionnante. Et vous allez comprendre l'importance de l'exploration. Pourquoi l'exploration? Là où la GECAMINA y a travaillé, utilisant plusieurs données comme nous l'a affirmé Pierre, mais ils sont pratiquement passés à côté. Donc, on peut passer à côté d'un gisement pendant qu'on y a travaillé. L'exploration, il faut investir dans l'exploration, il faut mettre de l'argent. Nos autorités doivent mettre vraiment des moyens pour qu'on continue à explorer ces pays. Innocent nous a dit qu'il y a une fois où les autorités de la CAMU ont affirmé n'avoir que 10% de données au Congo sur l'exploration, ce qui signifie 90% de l'exploration au Congo, zéro. On n'a encore rien. Le Congo n'est pas exploré, c'est ce que je voulais dire. Le Congo reste encore inexploré. Donc, il y a encore même beaucoup de chances pour des générations futures de bénéficier de certaines ressources que nous, aujourd'hui, nous ne connaissons pas ou que la technologie actuelle n'utilise pas. Raison pour laquelle nous l'initiative pour l'exploration géologique du Congo, nous sommes en train de pousser, de faire promouvoir, de parler de la géologie. Parce que nous sommes là pour promouvoir. Nous sommes là pour la promotion de notre science qui est la géologie. Sans la géologie, nous savons que même le budget du pays a des problèmes. C'est-à-dire la plus grande partie du budget de ce pays vient de la géologie. Quand je vois la géologie, je vois les mines, les hydrocarbures et tout ce qui concerne les énergies. Alors, pour ça, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui veulent adhérer même à l'initiative, nous sommes là. Nos adresses mail circulent de temps en temps. N'hésitez pas de nous contacter, de nous écrire, de nous faire vos suggestions et voir comment on peut faire évoluer les choses. Parce que nous sommes cette voie-là qui veut pousser on parle de la géologie. Nous ne voulons plus que les politiciens nous scandent à tout moment. La RDC, c'est un scandale géologique. Sur quel plan? Qu'est-ce qu'ils maîtrisent pour dire la géologie, la RDC, c'est un scandale géologique? Nous connaissons pourquoi. Ce mot a été dit et on peut mieux expliquer que ce qu'ils utilisent de temps en temps. Alors, nous vous invitons à assister aux différents
séminaires que nous allons organiser prochainement. Et n'hésitez pas de nous contacter au cas où vous voulez nous proposer quelque chose. Et nous avons toujours besoin de ceux qui veulent adhérer. Nous ne sommes pas seulement là pour des séminaires, à présenter des séminaires. Nous sommes purement dans la recherche. Nous voulons constituer quelque chose comme une base de données de tout ce que nous avons en RDC. Savoir, ici, nous avons ici. Tristan est parti? Apparemment, oui. Je ne sais pas si peut-être qu'il a un problème de connexion, apparemment. Ouais, sûrement. Ouais, en fait, je peux aussi continuer par rapport à tout ce que Tristan disait. Ouais. Je pense qu'il va revenir bientôt. Donc, nous ne faisons pas seulement des séminaires et puis nous soutenons aussi des chercheurs congolais, surtout ceux qui veulent encore continuer, même si vous travaillez. Et puis nous avons des directions, des orientations, puisque nous avons des contacts déjà avec beaucoup d'organisations internationales qui œuvrent aussi dans le même domaine de géologie et puis surtout économique géologie. Donc, nous sommes en train de soutenir des chercheurs, des jeunes chercheurs et puis des professionnels déjà qui aimeraient aussi publier. Nous avons des contacts aussi pour des institutions de publication pour des projets géologiques. Alors, nous invitons tout le monde, tous les géologues de s'adhérer dans notre organisation puisque nous voulons vraiment grandir. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas s'il va revenir. Déjà là, nous avons déjà passé beaucoup de temps. Je ne sais pas si nous pourrons clôturer notre séminaire d'aujourd'hui. Et nous remercions. Ah, voilà, il est de retour. Je pense que Tristan va clôturer le séminaire. Désolé. Nous écoutez? Oui, 5 sur 5. Désolé, aujourd'hui, on a eu sérieusement des problèmes de connexion. Mais moi qui suis là, j'ai eu un petit souci avec la technologie. Alors, pour éviter qu'on ait le même problème, alors d'abord, on va vous remercier d'avoir été nombreux aujourd'hui. Et je crois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, nous allons essayer de répondre à ces questions. Innocent va vous envoyer des réponses. Il suffit, vous allez voir certaines questions, réponses s'afficher sur notre site Internet ou par les autres médias que nous utilisons comme YouTube et Facebook. Alors, merci d'avoir été en tout cas nombreux aujourd'hui et nous allons organiser prochainement d'autres conférences ou séminaires qui vont porter sur différents aspects sur la géologie. Alors, n'hésitez pas. Si aujourd'hui c'était Innocent Kamoa, prochainement il y aura peut-être quelqu'un d'un autre coin ou encore toujours le Katangé, mais nous invitons tous ceux qui se sentent prêts à présenter quelque chose qui consiste un sujet sur la géologie de la RDC. Nous sommes intéressés. Alors, on va organiser, on va voir dans la mesure du possible comment faire. Alors, en tout cas, merci. Merci d'avoir été nombreux et l'équipe INEX ne cessera de vous dire merci. Et bonne soirée chez vous. Innocent, merci pour la présentation. C'est moi qui vous remercie. Bien. À nos chers auditeurs, désolé pour la connexion, mais on va la prochaine fois améliorer. Et merci. Bye. Merci. Merci. Bye. Merci. Bye. Bye.